Salut à tous. Bienvenue à la dernière session de méthode de recherche FRN pour 2023. Celles-ci sont animées par le projet de soutien aux méthodes de recherche, RMS, du CRFS et je pense que nous en sommes à la 4e séance. Ces séances RMS tentent de s'appuyer sur les réunions du groupe de travail FRN. Dans cette séance, nous faisons référence à la dernière réunion du 8 novembre, où Elisabeth du Centre agricole Manor House a présenté un historique très intéressant sur le centre, et certaines des activités qu'il mène en ce moment. Dans la vidéo, elle parlait de l'utilisation d'expériences rapides, et je vais discuter un peu des exemples qu'elle a présentés. Mais nous avons pensé que ce serait une bonne occasion d'approfondir un peu les méthodes de recherche liées aux expériences ou aux études rapides. Je m'appelle Jane. Je pense que la plupart des gens me connaissent. Je travaille pour Stat4SD, je fais donc partie du projet de soutien aux méthodes de recherche et je suis basée à Nairobi. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des expériences rapides. J'ai décidé à mi-chemin dans la préparation de cette présentation que je les qualifierais d'études, car ce ne sont pas toujours ce que nous appelons des expériences. Pourquoi peuvent-ils constituer un élément précieux de notre boîte à outils de recherche, et en particulier pour les FRN? Comment pouvons-nous bien les faire? Si nous les utilisons, comment bien le faire et quand sont-ils être les plus appropriés? Des expériences ou études rapides sont bien adaptées pour répondre à des questions de recherche sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, contrairement aux hypothèses de recherche traditionnelles qui visent à confirmer des faits scientifiques. L'indice est dans le nom. Il devrait être plus rapide que la recherche traditionnelle. L'expérience rapide se situe à l'intérieur du concept plus large de recherche rapide. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons bien l'évaluation rurale rapide, RRA, qui est apparue à la fin des années 1970 en réponse à certains défis posés par ces questionnaires à grande échelle qui prenaient beaucoup de temps à analyser, et qui ne répondaient pas toujours à la question. Il s'agissait d'une sorte de technique alternative permettant de sonder la population locale sur leurs réalités et défis. Cela a ensuite conduit à l'évaluation rurale participative où je vois de nombreux liens avec le travail de FRN, qui s'appuie fortement sur la facilitation, l'autonomisation, le changement de comportement, les connaissances locales et l'action durable. C'est donc un grand nombre de principes que nous utilisons avec les FRN. Des expériences et des études rapides peuvent être suffisantes pour prendre la prochaine décision, mais elles ne répondent pas nécessairement aux normes conventionnelles de rigueur scientifique que nous connaissons. Mais ils peuvent encore avoir un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pratique courante dans de nombreuses industries, dans la recherche mais aussi dans le secteur privé, dans le développement de produits, dans la fabrication à grande échelle dans les départements R&D de ces entreprises. Une définition dit que l'expérimentation rapide est une approche agile au processus de développement de produits. Avec cette approche, des expériences fréquentes sont déployées dans une tentative de découvrir des idées nouvelles et innovantes. La gravité des expériences peut aller du simple des tests A ou B à des expériences sur le terrain à plus grande échelle. Mais ce n'est pas sans critique. Dans le secteur privé, il y a eu beaucoup de critiques à propos de certaines compagnies de la Silicon Valley ou de nouvelles entreprises technologiques. Je dis nouvelles, mais ils sont probablement apparus il y a 30 ou 40 ans. Une revue disait « La méthodologie de l'expérimentation rapide se concentre sur la découverte de solutions à un problème grâce à des hypothèses de foi qui raviront les utilisateurs finaux ». Je pense qu'ils essayaient de dire que c'est une méthode très attrayante, mais qui a ses limites. Mais je pense que nous pouvons éviter certains de ces défis lorsque nous l'appliquons dans notre recherche FRN en l'utilisant quand c'est approprié et avec de bons designs. Pourquoi cela pourrait-il être utile pour notre recherche CRFS-FRN? Il y a un lien évident à nos principes FRN, en particulier en ce qui concerne de la participation des agriculteurs, et vous verrez plus tard, la recherche est rigoureuse et utile. Il peut compléter et ajouter aux tests des agriculteurs FRN. Lorsque je préparais cette présentation, Rick a mentionné que lors des discussions de groupe sur les sols il parlait d'expériences d'apprentissage, d'expériences réalisées par des agriculteurs qui les aident à apprendre quelque chose, mais qui ne contribuent que peu à la connaissance scientifique plus générale.
Mais je pense qu'avec des adaptations mineures, en collectant un peu plus de données et en étant un peu plus systématiques, nous pourrons apprendre quelque chose qui fait progresser la science tout en étant utile aux agriculteurs. Ces études peuvent également nous fournir des recherches complémentaires sur les technologies agroécologiques pour soutenir l'adoption à grande échelle. Lors d'une autre réunion, Dev de FIP présentait comment ils ont formé 27 000 agriculteurs à la méthode du sol pour lutter contre la légionnaire d'automne, et ils ont mené au cours des 3 ou 4 dernières années plusieurs enquêtes différentes auprès de sous-groupes d'agriculteurs pour voir ce qui se passait, pour voir s'ils l'utilisaient, s'ils avaient eu la chenille légionnaire d'automne et dans quelle mesure ils trouvaient efficace la méthode du sol. Dev disait qu'il voulait examiner si les caractéristiques des agriculteurs, potentiellement le statut socio-économique ou les types de sol, peuvent influencer l'adoption et l'efficacité de la méthode du sol. Ils ont eu des résultats assez intéressants, mais l'échantillon des agriculteurs avait tendance à être assez déséquilibré avec peu d'observations, comme certains types de sol ou différents types d'agriculteurs. Il était difficile d'en tirer des conclusions claires. Avec quelques ajustements mineurs, visant peut-être à équilibrer l'échantillon d'agriculteurs, ils pourraient obtenir de meilleures données pour répondre à certaines de leurs hypothèses. Donc, je pense que cela peut être un utile dans notre boîte à outils de méthode. Mais nous sommes confrontés à un dilemme. Nous avons toujours pensé que si je veux évaluer une pratique, je dois la tester sur plusieurs saisons. Nous avons les options par contexte. Je dois l'essayer dans différents environnements. Et nous savons que nous n'obtenons pas une image complète si nous regardons uniquement les premières observations ou seulement un contexte ou une saison. Les expériences rapides ne sont évidemment pas conçues pour ce type d'expérience multisaisonnière multi-contexte, alors que nos recherches à long terme, plus conventionnelles, le sont. Mais nous travaillons avec des agriculteurs qui ont besoin de réponses rapides. Ces premières observations peuvent être instructives. C'est là que des expériences rapides peuvent être utiles, mais il est évident que les expériences à long terme nécessitent davantage de données. Alors, comment équilibrer l'avantage d'en être sûr, avec la nécessité d'obtenir des réponses rapidement et de ne pas gaspiller de ressources, par exemple du temps et des terres? La réponse est que nous utilisons des expériences rapides dans les études lorsque cela est approprié et raisonnable pour obtenir des réponses suffisamment bonnes. Cela ne remplace pas la recherche plus conventionnelle, mais cela complète notre boîte à outils de méthode. Si nous menons des expériences ou études rapides, comment nous assurer qu'elles soient bonnes? Les principes habituels d'une bonne conception de la recherche que nous avons discutés dans d'autres sessions s'appliquent pour lorsque nous concevons nos expériences. Avons-nous des hypothèses claires, des questions ou des objectifs de recherche de ce que nous essayons de réaliser? La réplication, on ne va pas se contenter d'observer quelque chose une fois au même endroit et tirer quelques conclusions. La randomisation peut signifier différentes choses selon le type d'étude. Cela pourrait impliquer de prendre des échantillons aléatoires d'agriculteurs ou d'autres types de randomisation. Validité et fiabilité, évitant les biais que nous pouvons générer. Les biais peuvent provenir du chercheur, ils peuvent provenir de la mesure, de la sélection des agriculteurs ou de la sélection des traitements. Cela passe donc par le type de contrôle local. Donc, les choses que nous pouvons faire pour améliorer la précision sont l'équilibrage, le blocage, le regroupement, un peu comme l'exemple FIP que je viens de mentionner. Et puis aussi la répétabilité. Si nous réessayons, verrons-nous des résultats similaires? Puis un autre aspect de la réalisation de bonnes expériences rapides consiste à équilibrer le compromis entre notre confiance dans les résultats et le temps et les ressources s'apprend. Ainsi, comme je l'ai mentionné dans notre diapositive sur le dilemme, nous devons mener la recherche rapidement, mais nous souhaitons évaluer sur plusieurs saisons. Nous devons utiliser les ressources de manière efficace, mais nous voulons évaluer dans différents contextes. Nous avons besoin de mesures précises mais nous avons besoin des résultats pour l'étape suivante, et non pour établir des faits scientifiques. Un autre aspect des bonnes expériences rapides consiste à évaluer l'étude comme nous le ferions pour toute autre recherche, donc collecter de bonnes données et mesurer des choses qui seront utiles à la fois aux agriculteurs et aux chercheurs. Je veux parler un peu des exemples de Manor House. Ils ont fourni un exemple dans la vidéo, puis Elisabeth m'en a fourni un autre. Le premier est le bokashi, donc tester des ingrédients alternatifs.
Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la vidéo, je vais résumer. Le bokashi fonctionne bien pour les agriculteurs du FRN biopesticides, mais ils ne peuvent pas se permettre certains ingrédients. Certains sont assez chers et proviennent de l'extérieur de la ferme. Ils ont donc demandé à Manor House des substituts qui proviennent de la ferme ou qui sont bon marché. Manor House a reconnu que sans adapter certains ingrédients du bokashi, les agriculteurs n'adopteraient pas la technologie et en perdraient l'élan. Alors ils ont commencé par une conception assez classique en station avec 2 répétitions pour chacune des 3 à 4 traitements où l'un d'eux était la recette standard. Ils avaient un indicateur très simple qui était la température du tas. Chaque expérience était très rapide, 14 jours. Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est une analyse des éléments nutritifs pour voir pourquoi différents ingrédients fonctionnent, mais aller aussi plus loin pour l'appliquer à une culture indicatrice à croissance rapide telle que le niébé. Je suppose que le design classique dans la puce 2 a été randomisé. C'est une bonne conception. Comment pourrait-il être amélioré, possiblement en impliquant davantage les agriculteurs dans l'évaluation ? L'autre idée est la prochaine étape, cette application à une culture indicatrice à croissance rapide. Est-ce que ça va être rapide ou pas ? Un argument peut se faire pour l'une ou l'autre des 2 approches. Ensuite, le deuxième exemple qui n'a pas été mentionné lors de la réunion FRN, je pense, concernait les tests de préférence des consommateurs. Ils ont leurs agriculteurs qui pourraient produire des légumes indigènes séchés à vendre pendant la saison sèche, mais ils ne savaient pas s'il y en avait réellement la demande des consommateurs pour ces légumes séchés. Manor House a donc mené une étude de type opportuniste où ils étaient invités à une exposition sur la valeur ajoutée dans la transformation des aliments et ils ont mené une étude pendant leur séjour. Je pense aussi qu'ils ont fait un suivi lors de leur réunion de groupe. Ils ont donc distribué des questionnaires sur les préférences et fait goûter un certain nombre de plats, sans que les consommateurs ne sachent ce qu'ils testaient. Il s'agit en quelque sorte de conditions contrôlées. Elisabeth a mentionné qu'ils ont essayé de tenir compte de l'ordre de dégustation, donc tout le monde n'a pas reçu le même plat en premier ou en dernier. Je ne sais pas si elle avait une conception formelle, mais il existe diverses conceptions que nous pouvons utiliser pour garantir que cela soit équilibré entre tous les répondants. Je ne sais pas non plus comment ils ont élaboré les questionnaires, en collaboration avec les agriculteurs, avec un groupe pilote et quelles étaient les mesures clés. Ils ont trouvé des résultats intéressants. Ce qu'Elisabeth a présenté était de l'exposition, et le résultat fut qu'après 6 mois, 4 des groupes d'agriculteurs étaient convaincus qu'il existe un marché pour les produits secs et ils ont construit des séchoirs solaires et cultivaient des cultures à préserver. Encore une fois, c'est un exemple de bonne conception rapide. Est-ce que ça aurait pu être amélioré ? Peut-être, comme je l'ai mentionné plus tôt, une conception formelle pour assurer l'équilibre, peut-être piloter le résultat clé, les réponses. Et j'aurais aimé voir, même si je suis sûr que c'est là, une synthèse des résultats des événements de dégustation et de la manière dont vous analysez et combinez ces données. Plus tôt j'ai parlé d'équilibrer les compromis. Les expériences rapides sont les plus appropriées lorsque nos questions de recherche n'impliquent pas ces compromis, et c'est alors une décision facile. Est-ce que je fais du rapide ou est-ce que je fais plus conventionnel ? Par exemple, dans ces situations contrôlées comme le bokashi que Manor House avait, ou pour les options de sélection. Nous n'avons pas eu de tels exemples, mais disons dans la sélection variétale où vous avez de nombreuses variétés, au cours de la première saison vous pourriez tester 60 variétés et ensuite vous pourriez éliminer celles qui ne fonctionnent pas bien pour ensuite effectuer un suivi. Et je pense aussi que c'est particulièrement utile lorsque l'étude complète d'autres activités et ne constitue donc qu'un élément de la recherche-action. Encore je pense que l'exemple de bokashi est assez bon car ils ont également mené des recherches assez classiques sur le bokashi. Je pense qu'il y aurait des opportunités pour des expériences rapides dans la plupart de nos projets FRN, mais la clé est d'identifier quand c'est la méthode la plus appropriée et quand elle ne l'est pas. Manor House a fait fonctionner les expériences rapides grâce à leur attitude, leur dynamisme et leurs installations. Ils ont de bonnes ressources, ils ont des liens avec des agriculteurs, des étudiants stagiaires et des connexions avec des experts. Si assembler tout ce qui est nécessaire prend des mois, alors des méthodes rapides ne fonctionneront probablement pas. En résumé,
les expériences et études rapides peuvent constituer un élément précieux de notre boîte à outils de méthodes de recherche pour les FRN, complémentaires à la recherche plus conventionnelle. Ils devraient être utilisés lorsque cela est approprié et en appliquant les mêmes bons principes de conception et de mise en œuvre de la recherche que nous utilisons pour la recherche conventionnelle. Ils seront probablement plus appropriés lorsqu'ils compléteront d'autres activités de recherche plus conventionnelles. Vous allez maintenant discuter en petits groupes et vous pouvez aborder n'importe quel thème. Je pense que ce serait utile et vraiment sympa si vous parliez également d'exemples tirés de vos propres projets d'expérimentation rapide, comment ils fonctionnent ou comment ils ont fonctionné. Et puis aussi si, pour vos recherches en cours il existe des aspects d'expérience ou d'études rapides qui pourraient être une option. Nous partagerons vos retours à ce sujet et nous sommes prêts à vous soutenir aussi au besoin. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite le meilleur pour la période des fêtes et nous vous reverrons au début de la nouvelle année. Merci.